Donc bonjour, bienvenue à tous, à toutes. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux pour cette conférence sur un thème encore autour de la relation amoureuse. C'est normal puisque ici j'anime le café couple, donc les thèmes sont à chaque fois différents, mais à chaque fois je prends un angle de vue qui concerne nos relations amoureuses, nos histoires de couple, nos histoires d'amour, voilà, qui peuvent nous enchanter ou nous désenchanter. Et donc c'est intéressant à chaque fois de prendre un angle. Et l'angle de ce soir, j'avais envie d'échanger avec vous autour du thème de l'inconstance en amour. Alors j'ai regardé le titre qui était écrit sur la Gazette. En fait, c'était, ils ont marqué de la difficulté de faire couple. 3 petits points à l'ère du XXIe siècle. Donc c'est aussi cette idée-là, qui est mais comment peut-on y voir plus clair dans nos relations, apaiser, fluidifier, trouver des appuis en nous, nous faire confiance en l'autre, pouvoir vivre des relations plutôt agréables, tout en étant au courant que nous sommes dans une période où on a plutôt tendance à zapper, à être plutôt dans l'immédiateté, une période qui considère que on ne doit rien se refuser. Et il faut s'épanouir, il faut être heureux en amour, donc c'est aussi ce que je vous propose. Mais il y a quand même dans cette époque une injonction à réussir un couple, une histoire, ou plusieurs histoires suivies. Mais il y a quelque chose qui nous oblige à trouver les clés en nous pour vivre quelque chose d'heureux dans cette période où, comme on veut rien de se refuser, on veut le meilleur pour nous-mêmes. Alors à ce moment-là, dès que la tendance serait que dès qu'il commence à y avoir des obstacles, des crises, des tensions, des leviers, qu'on gère plus du stress trop fort, on pourrait avoir beaucoup plus tendance aujourd'hui à lâcher l'affaire, à dire puisque c'est comme ça, moi j'y trouve pas mon compte, donc je vais devenir un inconstant, c'est-à-dire je vais devenir quelqu'un qui va lâcher la relation pour aller en fabriquer une autre ou m'intéresser à une autre histoire. Et on voit donc apparaître dans notre époque beaucoup plus de serial monogames, d'histoires en série, ça c'est notre époque qui amène ça, plutôt que des couples comme à l'époque de nos grands-mères, arrière-grands-parents, où ils restaient ensemble alors que c'était pas forcément très heureux tout le temps, mais pour la famille, parce que c'était la famille qui était priorisée. Donc on pouvait dire qu'ils étaient plus constants ou plus persévérants en amour, mais en même temps, est-ce qu'ils étaient vraiment heureux au sein de la cellule couple? C'est pas gagné, même au sein de la cellule familiale. Ça, il y a des avantages et des inconvénients, mais un œil extérieur pourrait dire, à cette époque-là, au moins ils ne se séparaient pas, il était convenu que c'était un arrangement, économique, familial, il s'arrangeait avec ça, il savait, il s'attendait à moins de choses, à moins de bonheur, il y avait moins d'attentes, alors peut-être qu'il gérait peut-être un peu mieux avec moins d'attentes, et encore ça dépendait des couples. Mais en tout cas aujourd'hui, puisqu'on est dans cette période où on veut le meilleur et on veut s'approprier quelque chose de bon pour nous, on veut pas quelque chose qui foire, qui soit pas terrible, donc du coup ça nous amène à être peut-être plus dans le zapping et plus dans je passe de l'un à l'autre, de l'une à l'autre, de l'un à l'autre, d'une relation à une autre, ce qui nous rend aussi très malheureux parce que c'est extrêmement souffrant. Donc on va examiner cette question du thème de la difficulté à faire couple au XXIe siècle. Si vous êtes là, c'est que probablement, soit c'est par esprit de curiosité, parce que vous êtes en relation et que vous vous dites, tiens, comment on peut faire durer notre relation amoureuse pour qu'elle soit durable, mais en même temps agréable à vivre, ou alors vous n'êtes pas en relation et vous vous dites j'ai déjà eu pas mal de ruptures et d'histoires qui ont été compliquées, comment je peux faire pour mettre en place, pour m'investir ou pour aller vers des rencontres qui seraient plus sympas, plus chouettes, moins galères Donc on va examiner cette question de la constance et de l'inconstance.
qui est lié à notre époque, mais pas que. Parce que vous verrez que dans mon développement, je ferai aussi un point sur notre profil de personnalité. Je me suis beaucoup intéressée, j'ai écrit un livre sur les profils amoureux. Et il en va aussi de notre formatage intérieur, de notre profil, qui va construire une représentation de nos devoirs, nos obligations en amour, ou au contraire, nos envies de liberté, nos envies d'aller dans le plaisir. Et donc, ça va donner des profils différents. Et selon notre profil, nos valeurs, nos systèmes de croyances, d'attitudes, d'émotions même, on va plutôt avoir tendance à pencher du côté des constants, des persévérants, ce que j'appelle les persévérants en amour, ou plutôt du côté des inconstants, hein, de ceux qui ont le goût à la liberté, à la légèreté, au plaisir. Hein. Je prendrais comme ça l'image symbolique de la cigale et de la fourmi. Vous avez tout de suite compris l'idée de la constance étant plutôt représentée ici par la fourmi et la cigale représentant plutôt ici le goût de l'inconstance, la tendance à la frivolité, à la légèreté. La cigale ou le papillon. On peut prendre des images comme ça. Et en même temps, on verra dans un autre temps, je vous développerai aussi quelque chose d'un peu plus construit là-dessus, c'est qu'on a tous en nous ces polarités, cigale et fourmi. Parce que ce sont des besoins légitimes chez nous les humains, qui est j'ai envie à la fois de constance, de stabilité, parce que la constance, la définition, c'est quelque chose qui est rendu stable. C'est notre envie de sécurité, hein, la stabilité, la longévité, la durabilité. Hein, il y a quelque chose on construit dans le temps, avec des projets dans l'avenir, c'est-à-dire on se projette dans le futur. Hein. Ça va avoir avec la constance, ça va avoir avec la règle, les lois, le cadre. Hein, quelqu'un qui est dans la constance, ça va avoir aussi avec quelque chose qui est fixe. On fixe des règles, on fixe des cadres, on fixe des contrats, on s'engage pour que les choses se construisent et soient organisées. On n'est pas dans le chaos, dans l'ici et maintenant. L'inconstance, ce serait plutôt au fur et à mesure, on verra demain, prenons ce qu'il y a de bon à prendre, carpe diem, vous voyez ce que je veux dire, ça c'est plus l'inconstance. Alors que la constance, c'est quelqu'un, on est organisé, il y a de l'organisation, c'est psychique, hein. On a des cadres, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. Ceci est dangereux. Donc, et on a tous en nous un peu de ça et un peu de mi en général. Alors certaines personnes vont plus pencher sur la constance, hein, la rigueur, l'organisation, le cadre, la stabilité, voilà. Hein. Et puis d'autres vont plutôt avoir des tendances préférentielles sur la liberté, la légèreté, le plaisir. Voilà, on va mettre nos priorités en fonction l'exploration. J'ai oublié que dans l'inconstance, il y a aussi l'envie d'explorer, l'envie d'aventure. Et de passion et de choses fortes et de ne pas se poser dans l'ennui. Hein, on va fuir l'ennui dans l'inconstance. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est important de voir, on peut avoir les deux pôles, hein, les deux envies en même temps. Ça peut coexister et parfois ça va se contrarier. Parce que si on a envie, à une période de notre vie, d'explorer, donc c'est plutôt l'inconstance, c'est plutôt bouger, le mouvement. Hein. La définition de l'inconstance, c'est quelqu'un qui change souvent d'avis, d'opinion, de sentiments, d'émotions, qui ne résiste pas au changement. Qui ne résiste pas au changement, qui aime le changement en fait, qui aime la nouveauté, qui aime la diversité, qui est dans la curiosité et qui n'a pas peur d'explorer. Donc qui n'est pas sur quelque chose de j'ai besoin de mon pilier, j'ai besoin de sécuriser, de verrouiller, de blinder le futur, voilà. Donc c'est plutôt quelqu'un qui peut varier selon. Hein, selon l'heure, selon le moment, selon demain, selon les personnes qui se présentent, selon les événements qui arrivent. Donc on voit une forme de mobilité dans l'inconstance. C'est pour ça que je parlais de l'ère du zapping, parce qu'on est aussi dans plutôt le papillon. Donc quelqu'un qui est moins organisé autour de la sécurité,
donc du contrôle, mais plus autour de je peux lâcher prise, je peux laisser les choses aller et venir, je me fais confiance dans le fait que je vais gérer. Donc l'inconstance, ça a à voir aussi avec une capacité. Si je suis quelqu'un qui me définit plutôt comme d'inconstant, inconstant c'est pas péjoratif pour moi, c'est l'orientation, j'aime le changement. Ici aujourd'hui, on dit l'inconstance en amour, on a tendance à penser à la relation Kleenex. Je prends, je jette. Je suis inconstant. Quand on dit quelqu'un est inconstant en amour, on pense à quelqu'un qui prend, qui jette, comme un Kleenex, qui s'en fout. Ou on va penser aussi, donc on va penser à des Don Juan ou des Don Juan, c'est aussi ça, l'inconstance, et c'est aussi, et vous verrez, il y a des citations que j'avais trouvées où Don Juan est quelqu'un qui se définit comme inconstant, puisqu'il aime passer de l'une à l'autre pour augmenter la passion et pas rester, et pour la conquête et la séduction et la convoitise, et pas rester figé sur une personne pour lesquelles au bout d'un moment il pourrait se lasser. Donc augmenter la passion et l'intensité, c'est aussi du côté des inconstants. Vous verrez, ça fait aussi partie des goûts de l'endroit d'où ça part d'être inconstant. On va explorer ça un peu plus précisément. Qui est inconstant? Pourquoi sommes-nous inconstants? Pourquoi sommes-nous plutôt constants? Et je vous rappelle, ce sont des valeurs contradictoires. Ça fait opposé. C'est opposé. L'un s'oppose à l'autre. L'inconstance s'oppose à la constance. Complètement. Donc la constance, la stabilité, la sécurité s'opposent à l'envie d'explorer, à la passion forte, aux sensations extraordinaires, au plaisir. Je veux me faire plaisir, je veux m'épanouir, je veux, nous dit l'inconstant. Et le constant priorise plutôt la stabilité, la persévérance, le courage aussi d'aller au bout des choses et aussi la perfection. J'aime les choses bien faites, je suis quelqu'un dans le devoir. Le constant va aussi avoir à faire avec les obligations. J'ai une image, quand je suis plutôt je suis quelqu'un qui aime la constance, je vais avoir une représentation, un idéal du moi élevé sur je me dois d'avoir une belle image de quelqu'un qui s'engage et qui est loyal. Et pourquoi je parle de loyauté? Parce que ceux d'entre vous qui sont concernés et qui se disent loyaux vont avoir un goût de la constance. Ce sont des gens qui sont plutôt constants, mais même un peu partout, parce que là je parle de la relation amoureuse, mais ça se pose partout. Je m'engage, c'est pas n'importe quoi avec n'importe qui. Quand je m'engage, je suis quelqu'un de fiable. Je fais les choses parfaitement bien, moi, nous dit le constant. Et donc, le constant, c'est bien. Moi, ce que j'observe, c'est super d'avoir cette polarité en nous, d'avoir une forme de capacité à s'engager pour construire, pour bâtir. Les hommes aiment bien, on va bâtir quelque chose de solide. Et les femmes, ça les rassure. Quand on leur dit « Ah, mais moi je suis là, tu peux compter sur moi, je vais être quelqu'un de constant, de persévérant. » Alors tout de suite, les nanas, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont là « Ah, super, enfin j'en ai un qui va s'engager, sur qui je vais pouvoir m'appuyer, me déposer dans ses bras virils, genre Laurent Houtan, je peux enfin me déposer. » Mais en fait, il faut voir que quelqu'un, et ça va être la problématique, c'est que quand je me présente sur une image idéale dont je suis fière d'être quelqu'un de loyal, d'engagé, de constant, parce que souvent je suis fière de donner cette belle image, je vais aussi, une fois que la femme s'est appuyée sur moi, je suis son pilier, son roc, quoi qu'elle fasse, je serai là, je la soutiendrai, elle peut virevolter, moi je reste là, je suis stable et constant. Voilà. Donc si c'est un homme comme ça, vous allez voir qu'au bout d'un moment, parce que ça c'était mon cas de cet après-midi en thérapie, mais j'en ai plein d'autres exemples comme ça, et au bout d'un moment, la femme, elle est plus, par exemple là, elle en pouvait plus, parce que c'est pas qu'elle s'ennuyait, c'est qu'elle était ravie pour sa famille, les enfants, tout ça, d'avoir un homme comme ça, mais au niveau sexuel, ça faisait, c'était l'écroulement, il n'y avait pas de tension du désir, parce qu'il était acquis. Donc étant acquis, voilà, alors lui c'est dans cet exemple-là, c'était quelqu'un de très constant, c'est la femme de ma vie, j'en ai qu'une, c'est elle pour toujours, je l'ai choisie, je l'ai élue, vous savez, comme dans les contrats de mariage, c'est elle, j'ai mis le zoom dessus, je la désire tout le temps, c'est ma femme, je fais tout pour elle, je ferai tout pour elle, etc. Magnifique, ça c'est génial, d'un certain point de vue. Mais d'un autre point de vue, quand l'autre est acquis,
Il est tellement constant, il est tellement là, il ne bouge pas d'une oreille, ça devient presque une plante de décoration. Il est acquis, donc quand je sais qu'il est acquis, bon j'exagère exprès, hein, mais quand je fais exprès de prendre des extrêmes, comme ça vous fait réagir, vous endormez pas comme ça. Mais quand il est acquis entre guillemets, alors à ce moment-là, il n'y a plus la tension du désir, il n'y a pas assez de tension. Parce qu'il n'y a pas assez d'inconstance, il n'y a pas assez de... Il est capté, la personne est captée. Alors ça, c'est l'exemple d'un homme, ça peut être sur une femme. Hein, là, je ne veux pas dire tous les hommes sont inconstants et les femmes sont constantes. Non, pas du tout. J'ai pris cet exemple que j'ai eu cet après-midi. Mais ça peut être complètement l'inverse, hein, des cas de figure où c'est la femme qui est plus engagée, qui est plus constante, et l'homme qui est plus virevoltant comme ça. Hein. Donc voilà, donc vous avez compris que c'est compliqué parce qu'on est dans deux extrêmes. L'extrême constance qui va donner des qualités magnifiques comme la persévérance en amour, comme la loyauté, l'engagement, etc. Et l'inconstance qui va donner des qualités magnifiques aussi qui sont la légèreté, qui sont la mobilité, la non-fixité, hein, parce que le constant est plus fixe et rigide en général, alors que l'inconstant, c'est quelqu'un qui est plus capable d'appréhender les événements qui se présentent et de faire avec, donc plus dans le lâcher-prise. Je laisse les choses venir et il y aura ce qu'il y aura et qui vivra verra et je vais faire avec ce qui vient. Hein. Je sais, je me fais confiance ou je lui fais confiance, advienne qu'adviendra. Voilà. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là chez l'inconstant qui n'est pas si péjoratif. C'est pour ça que je remanie en disant il y a des qualités dans l'inconstance, même si on peut imaginer que c'est du zapping. Oui, il passe, il en a rien à foutre, il n'est pas constant. Mais il y a une légèreté que n'a pas celui qui est uniquement constant et qui demande de la sécurité, de la stabilité, etc., ou qui propose ça. C'est important ça, parce que pour gérer l'inconstance, dans les dictionnaires, c'est le changement, le changement. Pour pouvoir gérer le changement, il faut être assez stable à l'intérieur. Bizarrement, celui qui est peut-être le plus stable, c'est pas forcément le constant. Et oui, parce que celui qui est constant veut faire preuve de constance, en étant dans des valeurs, comme je vous l'ai dit, autour de je suis celui qui est stable, donc je montre ça, je suis un peu fixe, quoi, hein, j'ai des valeurs que je ne fais pas bouger, mais c'est parce que je suis, à mon sens, hein, c'est l'hypothèse que je fais, à mon avis, en insécurité à l'intérieur de moi, que j'ai besoin de baliser partout. Avec la personne en face de moi, donc je mets des contrats, je fixe des règles, je contrôle en fait, je veux pas qu'elle fasse tout et n'importe quoi, et je ne veux pas moi faire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire je vais pas avoir de relations extra-conjugales, je vais pas papillonner, je vais m'interdire d'avoir des activités, je vais me rendre disponible, etc. Enfin plein de trucs qui montrent que je suis là, présent au rendez-vous. Je t'écoute, quand je suis avec toi, je suis avec toi, je ne fais pas 10 choses à la fois, voilà, je suis avec toi. Donc on est vraiment dans je me veux stable, je me veux présent, mais regardez, si vous allez ausculter vraiment à l'intérieur, ça part d'une insécurité. Pourquoi est-ce que j'ai tellement besoin que tu sois là avec moi, rien qu'avec moi, etc., que je balise de partout? C'est parce que si par exemple, tu es en face de moi et que t'es pas si attentif à moi, donc c'est plutôt instable la relation. C'est-à-dire t'es là mais t'es pas là, t'es là mais tu penses à quelqu'un d'autre, t'es là mais tu fais autre chose, tu virevoltes. Donc je trouve que tu es inconstant en face de moi et je te juge comme ça, ça m'insécurise. Et oui, ça veut dire que je te rends fautif de la relation qui est néfaste pour moi parce que mon besoin n'est pas satisfait d'être écouté, que toi, je te juge comme pas stable, mais en fait, c'est moi qui suis insécurisée. C'est moi qui suis pas bien parce que tu me donnes pas assez d'écoute, de présence, tu me rassures pas assez, nous dit le constant quand il juge l'inconstant. Donc c'est amusant de voir que c'est pas toujours ce qui apparaît en premier qui est vraiment fondamentalement vrai à l'intérieur. Si j'ai tellement besoin de blinder, de verrouiller, de mettre des cadres dans tous les sens et d'évaluer, de dire c'est comme ça que ça doit se passer, parce que le profil constant c'est plutôt quelqu'un qui cadre. Les choses doivent être comme ça et pas autrement. On doit se comporter de cette manière et pas autrement. Je vous rappelle que c'est quelqu'un qui n'aime pas le changement, le constant, hein.
L'autre préfère l'inconstant, préfère plutôt le changement, plus versatile, plus volatile comme ça, plus malléable. Donc si j'ai besoin d'être rassurée et que les choses soient bien en ordre, ça va avec le profil obsessionnel, c'est que je suis mal à l'aise, je suis insécurisée quand ça ne se passe pas comme ça devrait se passer dans ma tête. Donc il n'y a pas tant de sécurité que ça à l'intérieur. Mais à l'extérieur, celui qui décline la constance au premier plan en disant oui, il faut de la stabilité, sinon on construit rien, c'est quoi ce bordel, parce que c'est ça qu'il revendique, le constant, il dit mais enfin on fait pas n'importe quoi, heureusement que je suis là, il faut que les choses soient vraiment, il faut qu'il y en ait un qui tienne la route, qui s'engage, qui ceci, alors on dirait que celui-là c'est le préféré, là, c'est le chouchou, mais en fait quand on regarde bien, et à l'intérieur c'est quand même les sables mouvants, sinon il n'a pas autant besoin que ça de tout garantir, de tout baliser, voire pour les constants, comme souvent ils se sentent en insécurité, ça peut être eux qui vont avoir besoin de vérification par le cadre du mariage, qui est un engagement symbolique assez fort, puisque c'est l'État qui vient mettre son nez dedans dans l'histoire d'amour, ou alors en se paxant, ou en mettant des contrats couples, par exemple. Ça aussi, c'est à la mode, donc les constants vont avoir besoin de mettre des contrats, fixer des règles, des trucs comme ça, pour que ça parte pas en sucette, quoi. On fait pas n'importe quoi. Donc tous ces trucs-là, même si ça a l'air sympathique, ça part d'un endroit où j'ai besoin de me rassurer. Pourquoi ? Parce qu'en amour, il n'y a jamais de garantie. En amour, mais pas que. Dans la vie en général, il y a zéro garantie sur tout. Pourquoi ? Parce que le principe, c'est l'impermanence. Voilà. Donc là, je le dis à chaque fois, mais je le redis. Donc l'impermanence, c'est que vous avez beau baliser, vous marier, vous paxer, vous je sais pas quoi, mettre des contrats, dire je suis engagé, puisqu'on est dans un contrat exclusif, ça veut dire qu'on est engagé, enfin qui vous dit qu'à tout moment, l'autre peut disparaître, pas seulement parce qu'il peut mourir, mais parce que même si vous êtes dans un contrat fermé, d'un coup qu'il y ait un coup de foudre qui soit imprévu au rendez-vous, oui, parce que les choses ne sont pas toujours prévisibles, on ne peut pas tout prévoir, et que pris par surprise, il y ait une passion ailleurs et qu'ils se disent merde, je suis embêté, c'était pas prévu dans mon contrat de mariage, j'étais prévu de rester amoureux pour toute ma vie de cette femme-là ou de cet homme-là, qu'est-ce que je fais maintenant, je suis bien embêté, et ça va commencer à friter. Le constant, il va commencer à se dire merde, c'est pas du tout ça, qu'est-ce que je fais, c'est n'importe quoi, et il va y avoir des contradictions internes, un conflit entre une partie qui veut rester engagée à vie et l'autre qui se dit mais moi j'ai aussi envie d'explorer, parce que l'inconstance c'est aussi le goût de l'exploration, rappelez-vous, les besoins c'est sécurité, exploration. Et on revient sur les besoins du tout petit. Quand je suis en sécurité à côté de ma maman, parce que maman, elle est une mère suffisamment bonne, alors je peux partir, explorer, découvrir le monde, tester, toucher, découvrir des choses que je ne connais pas, partir à l'aventure. Mais si je ne suis pas sécure, dès que je fais ça, je vais me retourner vers maman pour m'accrocher. Maman n'est pas partie. Voilà, je ne suis pas rassurée. Et donc, les personnes plutôt dites constantes ont aussi de ça en elles. Il y a une envie d'aller explorer. On a tous envie d'aller découvrir le monde, mais il y a un interdit. C'est dangereux d'explorer. Si j'explore trop, je vais peut-être faire trop de chaos, briser mon couple, je pars, et ça je vais pas gérer. Donc restons agrippés, restons attachés, ne partons pas trop à l'aventure, c'est dangereux. Alors que le camp, vous avez vu, il y a deux camps, le camp des, entre guillemets, des inconstants, enfin ceux qui sont stigmatisés inconstants, auront plutôt tendance à dire l'inverse, à dire écoutez, ok, on peut rien garantir, ce que je suis en train de vous dire, il n'y a rien qui est garanti. Le principe, c'est l'impermanence, donc on va régler les problèmes dans le couple au fur et à mesure qu'ils arrivent. On ne va pas tout garantir dès le départ. Alors, on peut s'amuser à faire des contrats de mariage jusqu'à demain, mais on sait au plus profond de nous-mêmes qu'il n'y a rien qui est garanti, que cette personne, elle peut disparaître à tout moment, même pour un autre que moi ou une autre. Et je vais faire avec, c'est-à-dire je ne vais pas en mourir. Mais ça encore c'est facile à dire en théorie, mais des fois on est tellement attaché à notre objet d'amour qui est notre partenaire, ou l'idée qu'on se fait que sans lui on ne va pas gérer,
qu'on s'agrippe comme des malades et qu'on ne peut pas devenir des explorateurs de l'amour. C'est-à-dire on va explorer, découvrir à deux et découvrir seul. Parce qu'on peut découvrir évidemment à deux, on peut faire de l'exploration à deux. Mais des fois c'est un peu limité parce que si on est tout le temps fusionnel, on est toujours dans... on va faire tout ensemble. On va tout explorer ensemble, au bout d'un moment on va s'étouffer à tout explorer ensemble. Donc c'est toujours intéressant qu'il y ait des zones communes et des zones différenciées, hein, où on peut élargir et s'enrichir des explorations extérieures pour ramener ça au sein de nos couples. Voilà, pour enrichir, pour compléter le couple, et pas... et les constants, ils vont avoir du mal, hein, parce que les profils constants vont vouloir souvent s'attacher et rester et être tout ensemble et ne pas lâcher l'autre. Ils sont insécurisés souvent, les constants. Ça se voit pas, c'est pour ça que je vous en parle. Ça n'a pas l'air comme ça, hein, parce que ce qui est montré, c'est plutôt une image de quelqu'un qui est fort, qui a du caractère. C'est celui qui a le contrôle en apparence. Et c'est celui qui contrôle, hein. Et n'oubliez pas, alors, quelque chose qui est important, parce que ceux qui ont besoin de contrôler, de se contrôler, parce qu'ils se contrôlent eux-mêmes, hein, les constants ont tendance à se contrôler, ils se surveillent. Ils disent, oh là 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 là, non, j'ai dit que par devoir, je serai là ce soir, je serai là pendant les vacances, je te quitterai pas, je ferai ça avec toi, ils se surveillent. Il ne faut pas lâcher la bride, hein. Donc ils se surveillent tout seuls, ils se contrôlent eux-mêmes, pour bien faire ce qu'ils ont décidé de bien faire. Ils surveillent l'autre, ils contrôlent l'autre, qu'il fasse pas n'importe quoi ou qu'il fasse pas n'importe quoi. Donc on est beaucoup dans un système de me contrôle, je te contrôle, et donc c'est l'inverse de je fais confiance, je laisse aller, hein. Le contrôle, c'est l'inverse de laisser les choses aller. Donc si on a besoin de contrôler, c'est qu'on n'est pas tranquille. C'est qu'il y a une hypervigilance qui s'est installée, qui fait qu'on a besoin de se mettre au contrôle. Et donc ça, c'est les conséquences de tous nos traumatismes du développement qui font que les grands que nous sommes ont un enfant intérieur qui, s'il a besoin toujours de tout contrôler, de tout valider, de tout verrouiller, c'est qu'il y a quelque chose de très anxiogène à l'intérieur. Je suis pas tranquille, donc j'ai besoin de tout contrôler. Voilà. Donc là, je vous fais la partie. La constance, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que je vous mets en perspective le fait que les personnes qui sont alléchantes parce que constantes, donc loyales, c'est pas toujours sympathique. C'est pas toujours si chouette que ça. Je vais vous mettre la perspective inverse. Ça, c'est parce qu'il y a toujours le pour, le contre, il y a thèse et antithèse, vous êtes d'accord avec moi. Donc je ne vais pas casser que sur les constants qui ont aussi l'avantage, parce que j'ai beaucoup de constance en moi dans la relation amoureuse. J'écrivais dans ma newsletter le mois dernier qu'une des qualités que j'avais et qui m'avait aidé dans ma vie à faire des couples, c'était la persévérance, donc la constance, la persévérance en amour. Mais parce que c'est aussi super d'être persévérant, parce que je vous ai dit tout à l'heure, si on n'est pas persévérant, au moindre problème, au moindre obstacle, ça dégage, et puis et du coup c'est de l'évitement de la relation. Voilà. Donc avoir un peu de persévérance, c'est quand même pas mal, parce que sinon il ne va pas se passer grand chose. Mais c'est les excès qui nuisent. C'est pour ça que la première perspective que je voulais vous mettre en amont, c'est cette idée de la constance. Ça peut être hyper alléchant à notre époque du zapping au XXIe siècle, où on est comme des gamins, on veut tout de suite, on veut triompher de l'épanouissement, des choses sympas, etc. Mais en même temps, on peut se faire beaucoup de mal avec ça, parce que si on manque de persévérance, on va souffrir. Allez-y, j'attends. Si on manque de persévérance, on va souffrir de relations qui s'effritent, qui se cassent, donc de rupture de liens. Et on va vraiment en souffrir. Alors, on va en souffrir en disant c'est à cause de l'autre, il n'est pas assez constant, mais n'oubliez pas que ceux qui partent, il y a ceux qui rendent l'autre responsable. Moi je le vois souvent dans mes cas. C'est à cause de toi, tu n'étais pas assez constant, tu ne sais pas t'engager, donc tu es la méchante personne parce que tu ne t'engages pas. Mais c'est aussi, j'ai lâché la relation, j'ai lâché l'affaire
en te jugeant pas constant, en te jugeant pas assez engagé. Parce qu'il y a aussi une part de nous, ça aussi il faut le voir, mais je vais peut-être pour des cas, il y a des cas comme ça qui me viennent en même temps en association, il y a des personnes qui font ça. Je le juge pas assez engagé et donc je démissionne de la relation. Je tiens pas, je le lâche avant d'être lâché. Ah ouais. Donc qui est responsable de quoi, on n'en sait rien, mais il y a une co-responsabilité à lâcher l'affaire. Et c'est pas toujours celui qui dit construire qui est au rendez-vous. Hein. C'est souvent le premier qui lâche, c'est celui qui évalue que l'autre va lâcher d'abord, ou que l'autre n'est pas assez ceci et pas assez cela, et lui, il se barre en courant. Donc quand vous souffrez de relations qui sont inconstantes, irrégulières, peut-être à regarder aussi à l'intérieur de vous, si vous avez tellement peur d'être rejeté, est-ce que c'est pas vous qui rejetez en premier ? Donc la persévérance en amour, hein, la constance, la persévérance, ça a du bon. Dans il y a des obstacles, je lâche rien. Et ça, c'est pour ça que je faisais dans ma newsletter, je disais pourquoi j'avais fait des couples avec des hommes qui pouvaient se tenir en face assez long, parce que eux ne lâchaient pas et moi je lâchais pas quand il y avait des obstacles. Mais si le partenaire en face de moi me dit qu'il m'aime, en veux-tu, en voilà, parce qu'en général au début on dit toujours qu'on s'aime, hein, tout le monde s'aime, voilà, c'est magnifique, mais ça veut rien dire. Mais bon, c'est bien joli, c'est sympathique, voilà. Puis mais c'est agréable à entendre. Je veux dire, c'est toujours sympa, c'est mieux que de se faire la gueule et de se dire ah, tu me plais pas. Donc c'est plutôt sympa de se dire on s'aime, nous aimons, je t'aime, tu m'aimes, etc. Mais néanmoins, quand les obstacles arrivent, les crises, les tensions, les désaccords, les différences, etc., et que là ça frite, si on se lâche, s'il y en a un qui lâche trop vite en courant, et qu'on se retrouve tout seul dans le bateau, on va pas faire long feu. Il faut quand même que le partenaire il soit en capacité de persévérer, c'est-à-dire de gérer les conflits et de pas lâcher en disant non, finalement tu me corresponds plus, je t'aime plus. C'est pas que je t'aime plus, c'est qu'il y a des différences, il y a des choses qui me déplaisent chez toi. Il y a des choses qui... Tu réponds pas à mes besoins, donc je te dis que je t'aime plus. Bon, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il y a des choses qui me correspondent pas par rapport à des besoins non satisfaits. Et alors, je te lâche. Je veux bien que tu me lâches. Mais enfin, moi, si tu me lâches, je peux pas faire vivre l'amour. Je vais pas pouvoir aller loin toute seule. N'est-ce pas ? Donc c'est important de voir que cette affaire de constance, j'étais en train de casser du sucre d'ailleurs au début, mais je vous dis que quand même, cet ingrédient qui est la persévérance en amour, elle est quand même importante pour pas lâcher l'affaire trop vite non plus. Parce que s'il n'y en a pas un des deux qui retient l'autre, s'il y en a deux qui lâchent, c'est mort, hein, il n'y a plus de relation, c'est ce qu'on appelle la déconnexion. Et quel est notre plus grand besoin dans la relation ? C'est la connexion. Et jamais la déconnexion. Même si ça finit par se déconnecter, le lien, quand il y a de la déconnexion, c'est que toujours derrière la déconnexion, il y a eu de l'insécurité trop forte pour chacun des partenaires et que ça finit par une rupture. Mais c'est parce qu'il y a trop d'insécurité qu'on lâche le lien. Mais on ne veut jamais lâcher le lien. En réalité, on n'espère qu'une chose, c'est la connexion. Je ne parle pas de la fusion, je parle de la connexion. Le pire qu'on puisse avoir, c'est la déconnexion, c'est-à-dire les fractures du lien, les ruptures du lien, les endroits où l'autre nous lâche. Et on revit les traumatismes d'abandon ou de trahison. Il m'a lâché, il me relâche, maman m'a lâché, papa m'a lâché. Et on me relâche à chaque fois. Et ça, c'est juste impossible, c'est trop souffrant. Donc souvent, on arrête des relations par manque de persévérance, parce qu'on ne voit pas ces mécanismes en jeu. Mais qui c'est qui lâche en premier ? Point d'interrogation. C'est pas toujours celui qu'on croit. Et ça, c'est important de le voir. On ne le perçoit pas toujours. Hein. C'est pas toujours très éclairé, ça. Hein. Donc, voilà. Donc, je voulais aussi donner la version du bon de la constance, que j'appelle, moi, la persévérance en amour, qui est une qualité qui est, je lâche pas comme ça l'affaire. Je fais de mon mieux, je fais ce que je peux. Et si l'autre en face finit par me lâcher, j'abdique dans le sens, je suis d'accord avec le fait que tu veuilles pas de moi. Tant pis, mais je fais confiance en la vie. Tant pis, il se passera autre chose. C'est pas parce que tu me lâches que c'est la fin du monde. Tu me lâches, c'est ok. Je vais pas m'agripper à toi si toi tu veux pas, hein, si tu peux pas. Mais je vais vivre autre chose après. Mais je vais pas me lâcher moi. Pas parce que l'autre me lâche que je vais me lâcher.
Et là, c'est le travail de l'atelier que j'avais fait le week-end dernier, qui était développer l'amour de soi pour aller rencontrer l'autre. Mais si on ne s'aime pas assez, si l'autre me lâche et moi je me lâche, c'est gravissime, quoi. Là, on est dans un drame du drame. Donc, comment dédramatiser en ayant des appuis intérieurs? Si l'autre me lâche pas. Mais avant d'être lâché, peut-être que je peux persévérer, donner une forme de foi, enfin croire dans l'histoire qui démarre et montrer que je mets de l'énergie dedans et que je lâche pas l'affaire comme ça. Donc c'est ça que j'appelle faire vivre l'amour. Je mets de l'énergie. Si l'autre, pour des raisons X, Y, Z, il ne peut pas y répondre, il faut déjà examiner pourquoi il ne peut pas répondre, de quel besoin ça part qu'il ne peut pas répondre. Et si vraiment il ne peut pas faire plus que ça, et qu'il me lâche, à ce moment-là, il me lâche, mais moi je ne me lâche pas. Donc ça, c'est quand même intéressant d'avoir cette manière de voir les choses. En tout cas, c'est la mienne. Ce qui vous permet de gérer des relations avec moins de souffrance. Alors maintenant, je vais vous passer sur la perspective inverse. Là, j'avais fait la thèse les avantages d'être constant, les inconvénients d'être constant. Je vais vous dresser les avantages et les inconvénients d'être inconstant. Ah oui, je ne l'ai pas vu ça, donc on va le voir. Donc qui dit inconstance, je vous rappelle la définition, c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à être mobile, on appelle ça un papillon, à être léger, on appelle la frivolité des fois, voilà, la frivolité, la versatilité, voilà, c'est ce côté-là. C'est super, waouh, trop bien. Waouh, ici, trop bien. Waouh, ici, toutes ces glaces à la vanille, au chocolat, tous ces gâteaux partout. Mais comment pourrais-je me refuser tout ça? C'est une partie de moi qui est comme ça aussi. Donc, je connais par cœur comment tous ces hommes magnifiques qui passent devant moi, comment pourrais-je ne pas y succomber, mais c'est vraiment dommage, ce n'est pas possible. Peut-être qu'il y a quelque chose vraiment d'intéressant à explorer ici, parce que les personnes ne sont pas que des gâteaux au chocolat, quand même pour moi, juste pour dire, c'est aussi des personnes en chair et en os, et qui ont une vraie valeur à découvrir, intellectuelle, spirituelle, de cœur, etc., de chair aussi, et donc tout peut être intéressant à découvrir et à explorer, vous comprenez, c'est pas juste un gâteau à la boulangerie. Mais en même temps, je le dis avec une forme de légèreté, parce que je pense qu'on est beaucoup à l'heure aujourd'hui, puisque les femmes ont gagné en autonomie financière et qu'elles ont moins besoin de rester sous couvert dans le mariage, là, sous la coupe du mari, dans une forme de stabilité économique et familiale, qu'elles sont beaucoup plus libres. Donc, du coup, si la relation continue et dure, c'est que quand même les deux protagonistes, ils trouvent leur compte quand même, un minimum. Alors, soit dans le ciment de la famille, soit dans quelque chose dans le couple, mais parfois c'est ô combien difficile de trouver de l'épanouissement au sein de la relation même dans le temps, parce qu'il peut y avoir des frustrations sexuelles ou des frustrations d'indisponibilité ou des frustrations diverses et variées, parce que l'autre il peut pas être à la fois l'ami, le confident, l'amoureux, l'époux, le père, si le mi on attend 10 fois trop, donc il y a forcément à un moment donné des limites et donc des frustrations dans la relation amoureuse et romantique que l'on attend à notre époque, on attend trop, et donc du coup cette difficulté de faire couple, et puis cette injonction que je disais en tout début, cette injonction sociétale à réussir, à s'épanouir, à être heureux, à avoir du bonheur, à avoir du plaisir, etc., va nous amener sur notre polarité inconstante, qui est mais ça c'est super. Bon, moi j'ai mon époux à ma maison, ou j'ai mon compagnon qui est là, c'est chouette et tout. Mais j'ai du désir ici. Et le désir, c'est ça. Parce que tant que vous êtes dans le désir, quand vous êtes des gens désirants, vous êtes des vivants. Le jour où vous n'avez plus de désir, vous êtes sommé à un état semi-dépressif quand même. Il faut le voir. Le désir, mais oui, le désir c'est quoi ? C'est pour ça qu'on ne va pas vous dire mais c'est complètement con d'avoir du désir, parce que le désir c'est la libido, et la libido c'est la vitalité. Donc si vous vous coupez à la racine de votre désir, vous vous coupez de votre vitalité. Donc ceux qui font le truc là, mais c'est pas bien d'avoir du désir, c'est moche, c'est sale, c'est pas vertueux, c'est pas propre, là t'es pas engagé si tu as du désir, etc., et qui coupent le désir à la racine, qui se l'interdisent, qui se contrôlent ou qui contrôlent l'autre avec leurs histoires de t'as pas le droit d'avoir du désir ailleurs, d'aller boire un café avec le copain ou la copine d'à côté, quand vous coupez la chic au désir, vous étonnez pas que vous avez une fuite de la vitalité.
parce que le désir, c'est vivant. Et tant qu'on est des êtres vivants, tant qu'on n'est pas mort, on a ce désir, ces désirs sans arrêt qui apparaissent, qui disparaissent. Mais cette tension du désir, ça ne veut pas dire qu'il faut passer à l'acte, hein, ça veut pas dire qu'il faut aller jusqu'à l'aboutissement du désir, mais le fait de sentir désirant nous augmente notre vitalité. Sinon, les non-désirants, ils sont... d'ailleurs, la dépression, c'est aussi un des facteurs de la dépression, c'est je ne sens plus mon désir. J'ai envie de rien. Un gâteau au chocolat, cet homme, j'ai envie de rien, je préfère rester tout seul. Je suis tellement désabusée. De toute façon, l'histoire d'amour, c'est nul. De toute façon, j'ai plein d'échecs successifs. Donc, alors que celui qui est désirant, donc c'est pour ça que je suis dans le camp de l'inconstant, il peut se shooter aussi à son désir et à son état amoureux. Et oui, le côté léger comme ça rend toujours le désir, toujours ça l'entraîne, y compris pour la libido. Je vous rappelle, hein, puisqu'on je suis sur l'entraînement du désir, plus j'ai du désir et plus j'en ai, moins j'en ai, moins j'en ai. Et ouais, pareil pour la sexualité. Plus je fais l'amour, plus j'ai envie, moins je fais l'amour, moins j'ai envie. Donc c'est un truc qui se mord la queue, ça, hein, il faut le voir. Hein. Donc... Trop forte. De toute façon, le sexe, c'est comme le reste, c'est une drogue. Voilà, donc c'est important aussi de pas rendre l'inconstant sous un jugement trop sévère, de manière hâtive, mais de voir, oui, dans l'inconstance, dans le mouvement, il y a ce côté, je suis quelqu'un de désirant et je suis heureux et fier et j'utilise ce désir comme quelque chose qui me fait du bien. Ça ne veut pas dire que je rappelle que je vais forcément aller... je vais d'abord faire un agenda énorme là, pour pouvoir suivre 10 relations en même temps. C'est juste pas possible après. Mais sentir le désir, c'est déjà énorme de se l'autoriser. Surtout quand on est en relation déjà. Ensuite, la deuxième chose pour l'inconstance, je vous ai dit, c'est celui qui finalement a le moins besoin de contrôler. Qui est le plus dans je me fais confiance, j'ai une forme de confiance en la vie en fait. Parce que quoi qu'il arrive, je me rattraperai aux branches. On verra bien. Voilà. Donc ça c'est quelque chose d'un peu d'extraordinaire. Hein. Si je suis moins dans le contrôle, c'est que je suis plus cool et ça veut dire que j'ai une forme d'apaisement ou d'intégration de l'impermanence. Les choses vont et viennent. Ce qui est là peut ne plus être là demain. Bon, et ben c'est comme ça. Et ben voilà, et j'ai fait fi de ça, mais je l'ai vraiment intégré. Il y a quelque chose c'est pas quelque chose que je sais intellectuellement, mais c'est quelque chose que j'ai intégré. Et donc du coup, je navigue avec ça comme un principe, et je suis plus tranquille si d'un coup, le compagnon avec qui je suis, la personne que j'aime, ça marche moins bien, ou il risque de partir avec une autre. Donc la jalousie, ça me nuise aussi, hein, puisqu'il y a moins besoin de contrôler, puisque de toute façon, à quoi bon verrouiller en étant jaloux ou contrôler, en le fliquant ou en lui disant non, tu ne bouges pas d'une oreille, parce que de toute façon, déjà en général, plus on lui dit tu ne bouges pas d'une oreille, plus il bouge d'une oreille. Et puis de deux choses l'une, en plus, on lui met la pression, donc ça ne fait pas de l'effet, c'est contre-productif. Et en plus, je peux pas contrôler la vie, je peux pas. L'amour, c'est mobile. S'il part avec une autre, il part avec une autre, que je le veuille ou pas. Qu'est-ce que je te dis, j'ai pas le moyen d'aller faire en sorte qu'il parte ou pas avec une autre. J'ai pas le pouvoir pour ça. J'ai juste le pouvoir de m'intéresser davantage à ma vie, de me faire confiance en disant advienne qu'adviendra. S'il doit partir, il partira. Mais s'il m'aime, il restera. S'il me choisit, qu'il me rechoisit et qu'il me choisit tout le temps, c'est que au fond, il a plus intérêt à rester avec moi que de partir avec l'autre d'à côté. Donc quelque part, quelqu'un qui est plus dans le versant inconstant, hein, il peut avoir aussi quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre d'une sécurité qui vient, peut-être une forme de sagesse aussi, hein, qui est j'accueille et j'accepte que les choses vont et viennent et que je peux pas garantir l'amour. Je peux pas, même si je mets des balises, des verrouillages, des contrôles, des cadres, des machins, je pourrais pas empêcher, malgré tous ces cadres, tous ces systèmes de contrôle, l'autre de partir, soit avec une autre, soit de mourir, soit de me faire un coup imprévu, une trahison, je sais pas quoi. Ça peut arriver. Donc si ça arrive, ça arrive.
Et on pourrait même dire, si je l'ai anticipé, si je m'y attends, je suis plus tranquille, quoi. Je sais que rien n'est acquis. Donc c'est toujours mon coup de l'anticipation pessimiste, mais en même temps, c'est pas idiot. Plus j'anticipe le pire, et plus je sais que ça peut arriver. Alors que si je me dis, mais oui, mais non, ça devrait pas arriver, ça va pas arriver, on va se projeter dans le futur, on va faire des projets, on va voyager, on va faire ça, on va faire des projets de travail ensemble, on va faire, parce que les gens ils sont comme ça, ils balisent le futur, ils projettent dans le futur. On va construire sur le long terme, 1 an, 2 ans, on va mettre une maison. Alors la maison, c'est de la pierre, vous comprenez, la pierre c'est solide. Donc on fait des trucs genre solides. Tout ça pour... on bouge plus là, on se sécurise, on se remet à la terre. Mais c'est tout ça pour ça. Tout ça, alors c'est complètement hallucinant parce que on peut faire tout ce qu'on veut. Il n'y a rien on va mourir. Donc je le dis à chaque fois, mais vous allez repartir en poussière. Donc tout le truc solide, soi-disant solide, n'est jamais solide en réalité. Il n'y a rien de solide. C'est bien de se remettre en tête. Et c'est parce que vous savez qu'il n'y a rien de solide que justement vous pouvez être beaucoup moins possessif, d'ailleurs moins anxieux à l'idée, moins contrôlant à l'idée que l'autre peut partir, peut vous désaimer. Des fois il n'y a rien, d'ailleurs il part pas pour une autre ou pour une autre, il part parce qu'il y a une usure de la relation, il y a une fin de relation, puis ça se passe comme ça, puis on reste amis, puis basta quoi. Il n'y a pas forcément un drame qui doit se jouer, mais les choses vont et viennent. Et c'est comme ça. Et est-ce que je peux aller avec l'eau du courant plutôt que de vouloir aussi contrôler à contre-courant, de ramer, de dire mais non ça ne devrait pas se passer comme ça, ça se passe comme ça. Donc ça se passe comme ça, comment je vais au mieux avec l'eau du courant? Sinon je me rends hyper malheureux quoi. Alors c'est facile à dire en théorie, moi je le dis maintenant, mais c'est parce que j'ai souffert de je sais pas combien de ruptures, de mecs qui m'ont lâché, etc., que j'ai fini par avoir une certaine forme de tranquillité. Mais c'est pas facile, il y a des expériences à faire, des expériences même souffrantes, pour pouvoir savoir qu'on a des appuis. Tant qu'elles n'ont pas été faites, on peut raconter de la théorie, mais quand l'autre il part, qu'on est très attaché à quelqu'un et qu'il s'en va, ou que la relation disparaît pour une raison X, Y, Z, on peut vraiment, dans l'attachement, être vraiment en souffrance, quoi. Je me retrouve lâché. Si vous avez été lâché enfant, ça vous relâche. Voilà. Donc vous pouvez être vraiment mal. Et c'est des expériences à faire où on va trouver des appuis à l'intérieur de soi. Et donc accepter et intégrer que les choses sont impermanentes et que, ma foi, si l'autre s'en va, s'il meurt, s'il disparaît, je ferai un deuil, je serai en souffrance. Mais voilà, la vie est inconstante, la vie est changement, et on peut pas conserver, agripper l'amour. Ce qui m'amuse beaucoup, parce que moi je navigue aussi, j'anime des stages de tantra, je me balade dans la spiritualité, et je vois dans ce milieu-là, c'est amusant, des gens qui justement continuent, c'est pas du tout spirituel ce truc, de vouloir mettre des cadres, des espèces de balises dans tous les sens, alors qu'en fait, l'amour fluctue tout le temps, quoi. Ça bouge tout le temps, du matin au soir, on peut rien agripper. Le principe premier de la spiritualité, c'est que ce qui est, et tout bouge tout le temps. Voilà, et rien n'est acquis, tout va mourir, tout va partir. Donc c'est le détachement par excellence. Oui, alors il y a un truc qui fait que après c'est difficile de pouvoir vivre ça au quotidien. Il y a une envie de s'attacher, il y a une envie de s'agripper, il y a une envie de pas laisser les choses partir comme ça. Donc il y a des attachements. Donc c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Donc c'est pour ça que c'est important, à mon avis, de prendre un peu de recul et de voir. Est-ce que je sais gérer les changements, ou est-ce qu'au contraire j'ai besoin de toujours contrôler, et j'ai tellement besoin de sécurité que finalement je me fais beaucoup de mal, parce que si j'ai fort besoin de sécurité, donc d'engagement, de loyauté, etc., je vais souvent être perdant à la fin. Je vais être quelqu'un de très tendu. Je vous parlais de profil amoureux. Les constants sont plutôt des gens qui sont donc persévérants, qui sont sous le joug des devoirs et des obligations. Donc la fourmi. Donc la fourmi, c'est quelqu'un qui est plutôt la fourmi projetée dans le futur, quelqu'un qui aime la stabilité, la loyauté, l'engagement. Bon, ça je l'ai déjà dit. Mais c'est aussi quelqu'un qui travaille, qui est fiable, qui aime les choses bien faites, en ordre. Donc il y a plein d'avantages. Mais ça donne quelqu'un qui se met beaucoup en tension ou en pression par rapport à ses obligations.
Donc il va manquer la partie qui est l'inverse, qui est la partie j'ai le droit au plaisir, j'ai le droit à lâcher prise, j'ai le droit à me laisser aller. C'est les obligations contre le droit. Hein. Le droit, c'est les deux parties inversées. Et donc voilà. Donc quelqu'un qui est un profil contrôlant, il est beaucoup stressé, beaucoup tendu en général. Et ceux ils aiment la constance. Mais à quel prix? Jusqu'où ils vont, hein? C'est cher payé souvent, hein, pour l'organisme. Hein, parce qu'être constant tout le temps, ça demande beaucoup de contrôle. Donc ils sont un peu rigides. Les inconstants, alors eux on les appelle les papillons. Hein, ça peut être, c'est aussi une partie de moi qui aime bien la légèreté, papillonner, goûter à tout, explorer, etc. Et en même temps, ça peut être aussi comme inconvénient, ça manque de... je me pose. Parce que le mouvement c'est bien. Mais le mouvement, quand on est tout le temps dans le mouvement, on est un peu agité du bocal. Vous voyez? Donc ça ralentit pas beaucoup. Donc ça manque de... Je me pose, je reste tranquille, je ralentis, je me pose sur une fleur et je ne bouge plus de ma fleur. Combien de temps, je ne sais pas. Mais je reste un peu sur la fleur. Voilà, au lieu de butiner, tati dada, passer de l'un à l'autre, de l'une à l'autre. Voilà. Donc ça peut être aussi une espèce d'avidité, d'être tout le temps dans l'inconstance, hein, dans le papillonnage, et ça peut être aussi du donjuanisme, hein, qui est et le donjuanisme c'est quoi? C'est aussi le goût de l'intensité, de la passion. Je ne peux pas faire avec peu de sentiments, d'expériences, d'émotions. Il me faut beaucoup pour me sentir vivant. Donc ça peut être ça. Pourquoi j'aime la variété, l'exploration, etc. Parce que plus vous êtes dans la nouveauté, la variété, plus vous vivez des trucs forts. Sinon, c'est évalué comme un peu tiède. Bah oui, c'est bien, j'ai mon compagnon, il est là, il est chouchou, il est super, mais bon, au bout d'un moment, et de tous les moments, j'ai le désir autre chose. Voilà. Voilà, donc je désire autre chose et me voilà reparti. Mais au bout d'un moment, ça peut être aussi un manque, il faut le voir, pour faire le côté thèse-antithèse, hein, dans le camp de l'inconstance et du papillon, il peut y avoir aussi, je ne sais pas me rassasier, je ne sais pas me poser, j'ai toujours besoin de beaucoup de stimulation pour pouvoir me sentir vivant. Donc je vais raconter que j'ai besoin de liberté, d'explorer, de je sais pas quoi, hein, parce que c'est la liberté qui est revendiquée chez l'inconstant, et aussi d'intensité. C'est-à-dire que le problème de l'inconstant, c'est l'ennui. L'ennui. C'est-à-dire que s'il reste trop avec la même personne, ou à faire toujours les mêmes choses, ou à être dans quelque chose de trop stable, eh ben, qu'est-ce qu'il fréquente? Au bout d'un moment, il sombre, il se connecte à lui, et il dit « à deux, je m'ennuie ». Mais on peut s'ennuyer à deux, hein. On peut s'ennuyer là, tout vous vous ennuyez là. Donc les inconstants vont s'ennuyer au bout de 10 minutes, parce qu'il n'y a pas assez de sensations fortes. Voilà, alors après, si je vous emmène, et encore j'essaye d'être vivante, hein, mais si je vous emmène dans un truc plus excitant, machin, tout ça, vous allez moins vous ennuyer. Mais c'est ça, hein, le profil de l'inconstant, c'est quelqu'un qui a toujours besoin de stimulation, ça veut dire qu'il a un manque de sensibilité subtile. Il sent pas quand il y a manque de finesse dans la sensibilité fine et subtile, où il y a moins de choses fortes. Donc c'est important aussi de voir ça, parce qu'il ne peut pas se poser, l'inconstant. Il saute d'un truc à un autre, d'une branche à une autre. Voilà, et c'est une forme de compulsion avec de l'avidité, une addiction à l'intensité. C'est pas forcément top non plus. Hein. Donc ça, c'est dans l'extrême de l'inconstance, et ça crée cette espèce de type de culture dans laquelle on navigue, qui est une culture du zapping. Parce qu'à chaque fois qu'on zappe et qu'on est sur un nouveau stimulus, ça nous excite quelque part. On se fait une petite dose de dopamine. Hop là, on est excité. Quelqu'un m'a liké. Hop là, quelqu'un. Alors sur les sites de rencontres. Il y a des histoires de sites de rencontres, puisqu'on est dessus. Hein. On peut parler aussi des sites de rencontres et du mouvement de l'inconstance. De la difficulté de faire couple à l'époque des sites de rencontres. Parce qu'effectivement, il y en a qui se mettent Alors ils se rencontrent en site de rencontre, ça arrive, hein, ou pas. Et puis une fois qu'ils sont rencontrés, il y a écrit en couple sur Facebook, donc une fois qu'ils sont en couple, déclarés en couple, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas se décrocher de leur profil. Alors ils disent mais non, j'ai décroché ma chérie de Tinder ou de compagnie ou je sais pas quoi, d'Octamec, bref. Mais en fait c'est compliqué, parce qu'il peut y avoir une addiction, parce qu'il y a une stimulation à savoir qu'on est désiré,
qu'il y a quelqu'un d'autre qui va nous stimuler, qu'on peut être désiré à côté, et que peut-être l'herbe est plus verte ailleurs à côté. Donc il y en a qui se décrochent et qui raccrochent au site. Donc il y a une difficulté pour beaucoup, c'est ce qui est écrit dans les enquêtes, de décrocher sur le long terme des histoires d'avoir facilement d'autres stimulus, d'autres objets de désir, etc. Et oui, et on est stimulé parce que on est chez soi, crac crac, le site de rencontre, c'est vite fait, pas compliqué, on fait panier, crac, voilà. Donc il y a vite des chats, en plus il y a des échanges, il n'y a pas que l'objet qui arrive chez vous, enfin le mec qui arrive chez vous, la nana qui arrive chez vous, mais il faut se rencontrer, etc. Mais il y a beaucoup d'échanges, et ces échanges peuvent être stimulants, surtout quand on commence à s'ennuyer, nous dit l'inconstant. Donc c'est aussi vecteur de stimulation, de diversification, voilà. C'est pour ça que c'est tellement difficile à notre époque de rester dans la constance, parce qu'on n'aime pas l'ennui. On est plutôt dans une période où on ne veut pas s'ennuyer, on veut tout. Voilà, donc c'est compliqué. On est dans des contradictions, On veut à la fois la stabilité, construire des couples à long terme, on veut de la longévité. On veut que l'autre nous soutienne jusqu'à la fin des temps, qu'il nous aime jusqu'à la fin des temps, et on veut aimer jusqu'à la fin des temps, donc c'est un idéal assez fort. Et en même temps, on veut de l'intensité, de la stimulation, du désir, de l'abondance, de la sexualité, on veut tout, quoi. On veut tout et son contraire. Eh ben, on est mal barré. Voilà. On est mal barré, parce que ce sont deux pôles qui s'opposent, et on veut tout. Et on veut pas, et souvent, regardez, est-ce que vous êtes prêt à faire un deuil de quelque chose ? Oui. Ben alors, à ce moment-là, vous êtes en cohérence. Quand vous avez un problème à faire un deuil de quelque chose, d'une des parties, ben vous n'êtes pas en cohérence, vous êtes en contradiction, et là, il y a des conflits, et ça commence à friter à l'intérieur. Et ceux qui se mettent en cohérence, qui disent « Ah, tant pis, je préfère la stabilité parce que j'ai trop besoin de sécurité, tant pis pour les stimulations à côté, pour le désir à côté, tout ça, ben vous vous mettez en cohérence, vous vous endormez sur vos lauriers, mais au moins vous êtes tranquille. Bon, voilà, vous vous reposez. Mais ceux qui ont du mal, c'est ceux qui veulent tout et son contraire. Là vous êtes plus en galère. Parce que ça, c'est des besoins qui coexistent et qui sont parfois complètement contradictoires. Je veux l'exploration et la diversité, et je veux en même temps la sécurité. Voilà. Moi, je sais parce que c'est des choses qui me concernent. J'ai à la fois besoin de stabilité, de faire durer, d'être persévérante, etc. Mais à la fois, j'aime la nouveauté. Donc j'ai trouvé un truc, mais vous le savez, je l'ai dit dans plein d'autres conférences, j'ai trouvé le modèle du polyamour qui me va bien, mais je vous conseille pas forcément de faire la même chose, parce que c'est très complexe, c'est très confrontant, et ça demande beaucoup de maturité affective, de trouver ses appuis à l'intérieur, etc. Donc c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est sûr que ça m'a permis, et moi je le vois, de faire coexister la sécurité, c'est-à-dire quelque chose de stable, un couple qui est stable, et en même temps des partenaires à côté. Voilà, donc des désirs à côté, des histoires à côté, et moi ça me va bien. Mais franchement, c'est pas quelque chose que je vous conseille comme ça a priori. Je donnerai dans 15 jours, je crois, un atelier sur le polyamour peut-il marcher. Bon, voilà. Mais c'est des questionnements. C'est un modèle amoureux, et c'est pas forcément simple de faire coexister à la fois. Faut le réfléchir. Comment je fais coexister ma curiosité, mon côté inconstant, mon papillon en moi, en même temps que la partie de moi qui aime la stabilité ou qui a besoin de la stabilité. Ou quelqu'un, ou ma partie qui est persévérante. Ça, c'est hyper important. Je voulais vraiment vous faire aussi travailler sur cette... si on a le temps, je voulais vous faire un exercice sur ça, parce qu'on a des polarités, on est multifacettes, vous le savez, on n'est pas tout d'un bloc, on est plein de facettes à l'intérieur de nous. Il peut y avoir de vous une facette très inconstante, c'est-à-dire le papillon en vous, ou la cigale, la liberté, la légèreté, et il peut y avoir une partie en vous qui aime aussi la constance, qui aime aussi la stabilité. Donc c'est intéressant de faire parler ces polarités, voir quelle est celle qui est la plus prononcée chez vous. En général, vous avez plutôt tendance, par automatisme, d'aller sur quel vecteur.
Alors c'est en général lié à votre profil de personnalité, c'est pas vous qui avez décidé quelque chose, c'est parce que vous êtes branché sur la cigale ou la fourmi, et donc il y a quelque chose dans l'archétype de votre personnalité qui s'est construit comme ça, donc vous êtes organisé cigale ou organisé fourmi. Ça veut pas dire que c'est bien d'être comme ça veut dire que c'est construit comme ça. Donc vous savez que je sais pas si vous savez, mais je vous le dis, quand on est construit sur des parties de vous qui sont trop fixes, trop présentes, c'est excessif. Il vous manque la partie inverse. Parce qu'on est dans le monde de la dualité. Par exemple, si vous êtes trop fourmi, trop rigoureux, trop pointilleux, trop stable, trop engagé, trop loyal, ça va vous desservir. C'est contre-productif. Hein. Vous allez ramer. Trop contrôlant. Donc, vous êtes tendu et vous avez besoin d'explorer pile et face, la facette inverse, qui est la face inconstance. Dans le bon de ce qu'elle a. Si vous êtes trop sur moi j'ai peur de me poser, alors ah oui j'ai oublié de parler, dans l'inconstance on va trouver le symptôme des phobiques de l'engagement. Dans l'extrême, dans l'excès de l'inconstant, on a celui qui a tellement peur qu'on vienne lui bouffer sa liberté qu'il est phobique de l'engagement. Ça peut être homme ou femme. Hein. Ne pensez pas qu'il y a que des hommes qui sont faux, parce que alors, les femmes, elles y vont. Oui, les hommes sont tous des phobiques de l'engagement. Bon, alors, il y a des femmes aussi. Hein. Ça, c'est la peur pour les inconstants. C'est la peur soit d'être prisonnier dans la relation, enfermé, prisonnier, privé de liberté. Ils vont plus pouvoir choisir. L'autre va leur demander des choses, imposer des choses, et ils vont pas se sentir suffisamment affirmés pour pouvoir repousser les demandes de l'autre. Voilà, donc il y a déjà un problème aussi. Hein, c'est je sais pas mettre mes frontières, je sais pas tenir mes limites. Je suis obligée de faire plaisir à l'autre, et du coup, je préfère ne pas rentrer en relation que de me sentir enfermée par quelqu'un qui va soi-disant m'imposer son diktat. Donc là aussi, hein, c'est délirant. Hein. Donc il faut voir aussi le phobique de l'engagement, les peurs, parce que c'est souvent des peurs. Donc c'est important de voir de quelle peur ça part de moi que je deviens phobique, que j'ai peur de l'engagement. Et c'est souvent des représentations erronées d'ailleurs, hein, qui sont je crois que on va me mettre le grappin dessus, qu'on va m'imposer quelque chose de manière autoritaire, comme quand j'étais enfant, maman ou papa était autoritaire avec moi, je vais me retrouver dans ce système et surtout pas. Donc je veux rester libre de chez libre, nous dit l'inconstant. Ça peut être aussi un des marquages de l'inconstance, c'est je peux pas supporter l'engagement. J'ai peur en fait, hein. J'ai peur de l'abandon. Hein. Si j'ai peur que l'autre m'abandonne, le phobique aussi c'est ça, un phobique d'engagement, j'ai peur que l'autre m'abandonne, et pour éviter qu'il m'abandonne, je préfère rester seule et libre. Le truc compliqué, hein, c'est un peu torturé. Mais il y en a qui ça va jusque-là. Je ne vais pas m'engager parce que je vais prévoir que possiblement l'autre va me lâcher. Donc pour pas qu'il me lâche, je préfère ne pas m'engager dans la relation. Bon, moi je suis tranquille. On voit tous les systèmes complexes qui sont, et ça vous le voyez pas quand vous rencontrez quelqu'un et qui vous fait des coups comme ça, qui est je suis là mais je suis pas là, je suis là mais j'ai peur. Très souvent il y a de ça derrière quand même. Hein. J'ai peur d'être contrôlée. Et par exemple, j'ai peur, il y a une association souvent pour les phobiques de l'engagement, si elle me met s'il me met la corde au cou, égal, je vais devoir me marier, et si je vais me marier, ça y est, comment je vais marier ou paxer ou en compagnonnage. Alors il y en a, ils ne supportent pas le mot couple. Les phobiques de l'engagement ne supportent pas. Je suis en couple. Ça y est. Je suis angoissée, ça y est, je suis en couple. Alors, il n'y a rien qu'à changer, hein. C'est juste, il y a l'étiquette couple. Ça y est, je suis en couple. Avant, je ne l'étais pas, tout était possible, alors qu'il n'y a rien, la relation c'est la même, il n'y a rien qu'à changer dans la réalité, mais c'est la représentation, ça y est, je suis en couple, c'est la fin du monde. L'autre va m'avoir, l'autre va m'agripper, l'autre va m'envahir, l'autre va exiger, l'autre va être attirant, l'autre va m'abandonner. Alors l'autre, ça y est, donc ça flippe. Et du coup, il préfère se retirer, dire non, moi je préfère tout seul, hein, sans toi. Je ne veux pas être blessé à nouveau, je ne veux pas être prisonnier à nouveau, donc je deviens quelqu'un qui a peur de s'engager. Parce qu'il y a une association, engagement égale prison, égale enfermement, ou égale autoritarisme.
Bon, donc vous voyez qu'il y a des petites choses à travailler aussi. Il faut qu'il se libère de ses peurs, celui-là ou celle-là, en disant bon, je vais arrêter de contrôler, je vais laisser vivre, je vais me faire confiance et je vais faire confiance. Les choses au fur et à mesure. J'ai pas besoin d'écrire en couple. On s'en fout s'il y a en couple. Moi, je dis toujours arrêtez de vous prétendre en couple, prétendez rien du tout, prétendez-vous rien. Simplement, dites-vous je suis en relation. En relation, ouais, on est en lien, on est en relation. Et la relation fluctue. Un jour je l'aime, un jour je l'aime plus, un jour je l'aime, un jour je l'aime plus. Mais ça, c'est normal. Parce que l'autre, il répond à vos désirs, vous l'aimez. Il répond pas à vos désirs, à vos besoins, vous avez envie de le massacrer. Donc c'est juste normal. Donc on est en relation. On s'en fout qu'il y ait écrit couple, pas couple, marié, pas marié. Parce que si ça vous stresse tellement de dire je suis en couple, certains ça va les sécuriser. Ah ça y est, je suis en couple, c'est bien, je peux dormir sur mes deux oreilles. D'autres vont dire je suis en couple. Les phobiques de l'engagement, je suis envahie, je suis en couple, mon Dieu, ça va me demander, il va falloir que j'ai des comptes à rendre, je suis plus libre, il va falloir que je dise où je vais, quand je vais, avec qui je vais, c'est parti mon kiki, ça va me saouler. Donc autant ne pas m'engager. Voilà, mais ça va pas aussi, parce que ceux qui sont là-dedans, finalement, ils souffrent de peu de consistance du lien. Parce que le lien n'est pas profond, n'est pas consistant. Qui dit inconstance dit aussi inconsistance. Il n'y a pas de densité dans le lien. Donc quand vous êtes phobique de l'engagement, c'est sympathique 5 minutes, parce qu'après vous râlez qu'il n'y a pas quelqu'un qui approfondit le lien avec vous. Il ne peut pas approfondir puisque vous ne donnez pas grand-chose, parce que vous avez peur. Donc plus il y a des peurs, plus il y a de l'insécurité, moins vous pouvez vous ouvrir et vous donner. Logique. Donc voilà, donc ça fait des bugs comme ça. C'est complexe, ces affaires-là. Vous voyez que c'est pas simple. Mais là, je vous mets en éclairage les mécanismes complexes qui sont derrière les apparences de celui qui est évalué comme inconstant ou celui qui est évalué comme le constant, et sans a priori, sans avoir d'évaluation positive pour le constant et d'évaluation négative pour l'inconstant, parce que les deux sont des polarités qui sont inhérentes à des facettes de nous et qui correspondent à des besoins de sécurité ou d'exploration. Donc on ne peut pas les rejeter, on peut juste s'y intéresser et de regarder, au fond, moi, comment je suis fabriquée, quelle est ma dominance, qu'est-ce que je préfère, quels sont mes goûts, mes préférences. Est-ce que je préfère, je suis quelqu'un qui me définit plutôt dans la constance, la persévérance, ou est-ce que je me définis plutôt comme le papillon? Suis-je une fourmi ou une cigale? Ou suis-je une fourmi et une cigale? C'est mon cas. Et comment je fais coexister la fourmi et la cigale en moi, avec l'autre en face de moi, parce que c'est deux personnes, donc il y a une interaction, il faut que l'autre en face puisse aussi vous accepter dans ou la cigale ou la fourmi. Donc voilà. Je regarde là. Ouais, je vais passer aux questions parce que l'exercice, je vous le donnerai si on n'a pas le temps de le faire ici, vous le ferez à la maison. Mais l'exercice consiste en fait à explorer en vous le côté cigale et le côté fourmi. Comment suis-je une cigale? Comment suis-je une fourmi dans la relation amoureuse? Comment je me connais sous cet angle-là, comment l'autre, mon partenaire si j'en ai un, ou les autres partenaires que j'ai eus avant si je suis célibataire, m'ont révélé ce côté cigale ou fourmi. Et quand vous voyez que vous avez trop de quelque chose, si vous êtes trop cigale ou trop fourmi, évidemment, vous avez compris qu'il va falloir investir l'inverse. C'est-à-dire vous intéresser curieusement à j'aime bien mon côté fourmi par exemple, je suis quelqu'un constant, j'aime ça et là, et ben je vais voir ô combien ça peut être super intéressant de devenir une cigale. Ah bah oui, alors comment je vais faire pour... Alors je suis pas du tout une cigale, alors comment je vais faire? Je vais voir en quoi ça peut être riche pour moi, ou en quoi je suis aussi un petit peu de la cigale, c'est-à-dire un peu papillon, un peu léger, un peu volatile, un peu versatile, un peu mouvant, un peu désirant, voilà. Donc quelle est ma partie de moi que j'ai peut-être éteinte, si je suis pas assez cigale, comment je peux la faire se déployer?
Ou si je suis l'inverse, je suis trop dans la peur de l'engagement, donc trop dans un côté inconstant, comment je peux aller dans mon côté persévérant, mon côté, donc là ça demande du courage, arrêter d'avoir peur, d'idéaliser, de se représenter des trucs, donc comment je peux aller davantage dans mon côté fourmi, en étant plus, je lâche pas, même si j'ai peur, je me rassure, mais je lâche pas, ou je me fais accompagner en thérapie, mais je lâche pas l'affaire comme ça. Voilà, parce que c'est aussi quelque chose que je cherche, c'est la connexion. N'oubliez pas, la plus grande peur, c'est la déconnexion, et le plus grand désir, c'est la connexion. Donc ça, c'est important à rentrer, vraiment à faire avec ça, parce que ça, c'est vraiment un postulat de base. On cherche à être en lien, on ne cherche pas à être désolidarisé du lien. Donc je vais vous laisser, ça a dû certainement maturer dans vos esprits. Si peut-être une citation que j'avais envie de vous partager sur l'histoire de ma vie de Casanova, qui disait, vous avez peut-être certains d'entre vous un petit côté Don Juan, je ne sais pas, ou peut-être pas, ou peut-être bien caché, mais voilà, c'est le côté inconstant de l'affaire. Il est d'ailleurs évident et incontestable que l'inconstance en amour n'existe qu'à cause de la diversité des figures. Si on ne les voyait pas, l'homme se conserverait toujours amoureux constant de la première qui lui aurait plu. Voilà, je disais Casanova. Une femme des années en 1750, moi je trouve ça mignon, elle disait « L'inconstance est un obstacle au bonheur, mais l'habitude est pire encore ». Donc on voit que les deux, vous voyez, les deux polarités sont pas simples. Mais oui. Oui, l'ennui, les habitudes, l'ennui, la lassitude, trop de stabilité, voilà. Jonathan Swift qui disait « Rien n'est constant dans ce monde que l'inconstance ». Bien. Et Laclos, dans Les liaisons dangereuses, disait « Pour les hommes, l'infidélité n'est pas l'inconstance ». Donc lui, il était du camp des inconstants. Il y a chacun son camp. Donc il y en a qui sont dans le camp pour la constance, l'autre pour l'inconstance. Et là, je vous ai fait l'apologie des deux. Que, en fait, pour moi, vous avez compris que les deux sont intéressants à faire coexister. Ce sont deux parties de nous qui correspondent à deux besoins de stabilité, d'exploration. Et l'idée, c'est de faire du et pas du ou, et à rectifier, à rechercher l'équilibre, à voir comment je peux rectifier mon côté qui est trop dans l'un ou trop dans l'autre. Mais pas de lâcher un bout ou de juger que c'est parce que ça aussi, vous pouvez juger « Ah, c'est pas bien d'être inconstant. Ah, c'est pas bien d'être trop constant. » Mais c'est ni bien ni mal. C'est deux choses différentes qui ont leur place en nous et chez l'autre. Donc quand vous êtes des juges persécuteurs, c'est-à-dire que vous évaluez d'un point de vue négatif, c'est que vous n'avez pas compris que c'est intéressant de développer les deux en vous. Il n'y a pas une partie qui est mauvaise ni bonne. Les deux sont des facettes de nous qui méritent d'être étayées. Voilà. Donc je vous passe, j'ai plaisir à passer la parole pour répondre à vos questions sur ce thème de l'inconstance en amour. Ouais. Bonsoir, merci. Du coup, quand vous parliez de l'inconstant, vous disiez qu'il recherchait l'intensité. Et quand vous parliez du constant, il recherchait la profondeur. Et le temps permettait cette profondeur. Mais du coup, comment les choses peuvent-elles être intenses si elles ne sont pas approfondies ? Ouais, alors on peut être toujours dans le et. Alors j'ai pas tout à fait dit ça, mais ok. Alors, on peut rechercher à la fois l'intensité. On peut avoir de l'intensité et de la profondeur en même temps. C'est ça, c'est faire coexister les deux. C'est ça l'idée qui peut être possible, mais il faut lâcher des peurs. C'est comment je vais m'arranger pour trouver les deux ingrédients en même temps. C'est-à-dire que à la fois et comment on fait. Alors, question, tiens, je vais te poser. Comment on fait pour trouver de la profondeur dans la relation ? Moi, j'aurais dit le temps. Pas que. Non. La profondeur, elle peut exister dans l'instantanéité, dans l'immédiateté d'une relation. Il y a possibilité de créer de la profondeur. Alors, comment on fait pour mettre de la profondeur ? À mon sens, mais ça n'appartient qu'à moi, la profondeur est liée à l'intimité. C'est-à-dire, c'est lié à l'ouverture que je peux avoir avec l'autre dans une parole engagée, dans une parole vraie, dans une parole sensible, de vulnérabilité aussi, qui va créer la profondeur. Si je fais dans une relation courte
ce que j'appelle de la superficialité, c'est-à-dire je dis pas grand-chose de moi, je dévoile pas grand-chose, je me mets pas en connexion avec ma sensibilité, et je peux faire ça même sur du long terme, tu vois, je peux aussi être dans une relation long terme, voire mariée, et je donne pas grand-chose de moi, je cache plein de trucs sur moi, parce que j'ai peur de me dévoiler et de montrer mon côté vulnérable, et l'autre ne me connaît que sur cette image de la nana qui gère, il n'y a pas de profondeur, et tu vois bien que pour moi la profondeur elle peut être dans l'instant, il s'agit d'être rassurée, d'être en confiance. Si je dévoile la totalité de qui je suis, de ce que je ressens, il ne va rien m'arriver, parce que l'autre ne peut rien faire contre moi. Je ne te parle pas d'abus, de viol, de trucs comme ça, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse aujourd'hui ? Je ne te parle pas de l'enfant que tu as été. Aujourd'hui, si je me dévoile, au pire, l'autre, il va me juger. Au pire, il va partir en courant. Au pire, il va avoir peur. Et alors ? De toute façon, avant la séquence, j'étais toute seule. Après la séquence, je serai toute seule. Il n'y a pas de problème. C'est une séquence pendant la rencontre. Donc, si vous arrivez à la jouer comme ça, cette partition-là, tu vas trouver de la profondeur dans toutes tes relations, y compris, mais ça dépend que de toi. Ça dépend même pas de l'autre. Et en étant dans cette profondeur-là, c'est-à-dire ce dévoilement, tu te permets, il ne faut pas oublier que tu permets à l'autre cette profondeur. Parce que tu lui donnes l'autorisation de se dévoiler à son tour. Ça l'engage à en faire autant. Parce que si tu restes dans la superficialité dans l'instant, il va rester aussi comme ça en se disant ouais, je ne vais pas tout dire, mais c'est louche et tout. Voilà. Et donc l'un est en réciprocité, en miroir avec l'autre. Hein. C'est pour ça que la profondeur n'a rien à voir avec la durabilité. La profondeur peut être aussi dans la légèreté, c'est-à-dire j'administre de la légèreté dans le sens que je me fais confiance que tout ira bien après, même si l'autre s'en va, tout ira bien pour moi, alors je peux aller dans la profondeur. Et la légèreté, c'est la compréhension profonde que les choses peuvent bouger, que l'autre n'est pas acquis. Il peut partir et je vais me retrouver seule. Et si je suis seule, je ne me lâche pas. Tu vois, cette profondeur n'a rien à voir avec le temps qui dure. Même si je suis quand même d'accord avec toi sur le fait, et pour l'avoir vérifié, que quand il y a une construction avec la même personne, qu'on fasse l'amour souvent, toujours avec la même personne, que justement, il y a une profondeur qui apparaît, on se connaît mieux, dans l'échange, on commence à se faire confiance, etc., on le connaît mieux. Donc effectivement, il y a quelque chose aussi qu'on peut dire qui s'approfondit dans le temps, on se connaît mieux, on est plus, il y a quelque chose qui s'allège aussi parce qu'on peut lâcher plus les vannes. Mais normalement, on devrait être capable, quand on est grand, de pouvoir se lâcher dans l'instant. Et on vivrait des choses beaucoup plus intéressantes que si on masque, on cache, comme des enfants petits qui sont perdus et qui ont toujours peur que l'autre leur fasse du mal. Mais l'autre, c'est un adulte en face. Et toi, tu as les moyens de te défendre ou d'être seul bien, tu vois. C'est ça la nuance. Mais on vit comme des petits-enfants et c'est normal parce qu'on a installé des systèmes et des circuits de notre enfance qui restent toujours enfouis en nous et qui se réactualisent sans cesse. Et c'est ça le truc qui nous empêche d'être dans la profondeur et la légèreté en même temps dans l'instant. De chaque rencontre, on pourrait dire que chaque rencontre pourrait être une opportunité de vivre ça comme ça. Je vous le dis parce que c'est aussi mon expérience. Hein. Plus ça va, plus j'ai trouvé une forme de tranquillité avec le fait d'être seule. Du coup, je peux dégager cette profondeur et cette légèreté en même temps. Et parfois, je reviens dans mes peurs. Il ne faut pas croire, je suis comme vous. Hein. Donc des fois, quand je vois que l'autre, il ne se dévoile pas beaucoup, je me dis, oh là, je ne veux pas lui dire grand-chose de moi, c'est chelou. Pourquoi il ne dit rien, lui ? C'est bizarre. Alors, je suis quand même thérapeute, donc j'ai l'habitude de confronter les gens. Donc je dis, ouais, c'est bizarre, pourquoi tu ne parles pas, tu ressens quoi ? Mais si l'autre, c'est une carpe, ça n'invite pas à parler, quoi. Mais les gens, c'est des carpes. Hein. Il y a des hommes ou des femmes, ce sont vraiment des carpes. C'est-à-dire, ils ont tellement peur de dire qu'est-ce qu'ils sentent au fond des tripes. On dirait qu'on ne sait pas ce qui se passe là. Donc tu dis, commence à te méfier. Ouais, c'est louche. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit pas, si on peut passer par là. Voilà. Donc on est fragile. Donc on est tout de suite mal à l'aise avec quelqu'un qui se prend pour une carpe, qui vit comme une carpe. Et puis on peut tout interpréter, après on peut se dire s'il ne parle pas, on commence à interpréter sauvagement, et là on est mal. Tu vois, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir des partenaires un peu matures, mais ça demande une maturité. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas faire ça, c'est gentil, tu vois. Alors voilà, ma réponse sur la profondeur, la construction et tout. Autre témoignage ou question sur l'inconstance, la constance ? Oui, vas-y, tu peux lui passer le micro. Bonsoir. Moi, j'utilise une autre image de La Fontaine, c'est le héron.
oui. La fable du héron. Oui, parce que j'ai l'impression, c'est mon impression, hommes et femmes, hein, mon propos n'est pas du tout sexiste, je précise, j'ai l'impression qu'avec tous les moyens qui sont à notre disposition, les sites, le téléphone portable, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux, tout ce qu'on a à notre disposition, j'ai l'impression qu'en fait les gens, ils sont dans une fausse croyance qu'il y aura toujours mieux et qu'au final, eh ben, il se passe plus vraiment grand-chose parce que ça devient complètement, les exigences montent et ça devient complètement irrationnel. Oui, c'est comme je dis souvent, tu es dans un magasin, tu es sur un étal, puis tu as plein de produits. Oh, il y en a des choix. Choix pas possible. Et là, l'herbe est plus verte ailleurs. Là, je suis, un autre gâteau. Tous les gâteaux qui sont là, je vais quand même pas me les... C'est dommage. Effectivement, les histoires de sites peuvent créer ça. Mais en même temps, moi, je me suis intéressée quand même aux enquêtes qui ont été réalisées sur est-ce que c'est vraiment si successful que ça. Pas tant que ça finalement. Il y a moins de gens qu'on croit qui se rencontrent qui créent des aventures durables sur ces histoires de sites de rencontres. C'est plus des relations comme ça un peu éphémères, mais bon, ça arrive aussi qu'il y ait des couples qui se font. Mais c'est vrai que ce système engage à la versatilité, c'est-à-dire il y a du choix, il y a de l'abondance. Donc on est fabriqué sur le manque, et certains sur l'envie. Ici c'est bien, mais peut-être là-bas c'est encore mieux. Et ici ça commence à aller moins bien, donc peut-être là-bas c'est encore mieux. Et ça peut créer une addiction quand même, ou une véritable croyance. En même temps, ça dépend des profils. Il y a des personnes qui sont engagées sur la constance. C'est l'orientation, je suis quelqu'un de constant et loyal. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Donc je vais pas... Voilà. Et il y en a qui se surveillent comme ça. Parce que souvent ces personnes-là se surveillent toutes seules. Elles se mettent des barrières. Elles se disent non, moi maintenant je t'ai choisi. Moi je ne suis pas quelqu'un qui bouge partout, qui suis inconstant. Donc je me mets des barrières, plus de désir. Je me contrôle, tu te contrôles, mais je me contrôle parce que je veux donner une image du fiable envers moi-même et envers toi. Donc ça c'est un autre profil. Et ceux-là ils sont moins à tendance l'herbe est plus verte ailleurs. Et oui, c'est un profil de personnalité, l'herbe. Ce sont des gens qui sont toujours en contact avec le manque. J'ai ça, mais je manque de. J'ai ça, mais je manque de. Donc ça, c'est un profil de personnalité comme ça. Donc ceux-là ne peuvent pas s'empêcher de rester scotchés sur les sites de rencontres, même quand ils sont en couple, c'est ce dont je parlais. Ou de prendre 1, 2, 3, 4, 10, tu vois. Mais parce qu'il y a le truc de je ne peux pas me satisfaire de quelque chose, c'est jamais assez bien. Et ça peut être aussi une tendance au perfectionnisme. Quand je suis perfectionniste, c'est jamais assez bien. Donc je suis exigeant. Donc quand je suis super exigeant, supra-exigeant, l'autre en face, il me va jusqu'à certaine limite. Il me va pas tant que ça. Mais normal, personne n'est parfait. Mais si je suis très exigeant, je vais et comme il y a du choix, l'herbe est plus verte ailleurs. Et quand il va sur l'autre herbe, l'herbe elle est pas si verte, moyennement verte. Elle est asséchée parfois, tu vois. Donc il n'y a plus d'air, il n'y a plus de soleil. Bon bref. Donc ça fait ça. Mais il y a des déceptions. Parce que personne n'est parfait, alors tu peux avoir avec celui-là, tu peux vivre plein de choses agréables, super, qui rentrent dans ton cadre, ta checklist, mais il n'y aura pas tout. Et celui d'à côté, il va rentrer pour un certain nombre dans tes critères, mais il n'y aura pas tout non plus. Alors comment tu fais ? Alors ici, il y a l'obligation de se satisfaire de ce qui est là. Ouais. Fais-lui passer le micro là, parce que voilà. Et bonsoir. Bonsoir. Et là, je relève la suite, c'est ce que je comprends, c'est qu'il y a aussi l'idéalisme. Qu'est-ce qu'on a construit dans son propre mental ego, une forme de vie, une forme de l'amour ça va être ainsi avec tous ces codes. Ouais. Donc voilà, le couple, donc c'est du fossile, donc c'est qu'est-ce qu'on a réellement écouté dans notre propre intérieur, notre propre cœur, nos propres sentiments, notre plus profond être. Est-ce qu'on s'est réellement écouté ou est-ce qu'on a plutôt écouté la construction de nous-mêmes qui date de notre enfance, même depuis le fœtus aussi, images, ce qu'on a pu déjà recevoir de papa-maman aussi. Donc il y a plein de paramètres encore aussi derrière et qui peuvent nous bloquer. Faire des croyances limitantes et des choses et qui nous poussent à être et faire des choses et rencontrer des hommes ou des femmes qui sont aussi le miroir pour que nous on répare ça aussi, pour avancer et pour arrêter aussi de se bloquer et d'être encore plus épanoui, d'être à la fois à la fin en égalité avec la fourmi et la cigale. De ressentir son féminin sacré et son masculin sacré. C'est ça le but en fin de compte, c'est qu'on se nettoie pour arrêter les fausses idées
pour qu'on arrive enfin à être réellement soi et comprendre que tout est expérience de la vie. Ouais, mais encore, ça c'est des représentations. Oui, c'est vrai, une histoire de représentation. Qu'est-ce que je me représente comme idéal de couple, de la relation, de moi-même, etc. L'image, toutes les images des représentations sont à mettre en distance, regarder quelles sont les images que je me suis créées, et cette écoute du ressenti qui est est-ce que cette relation me fait du bien, parce que en fait c'est très simple, on va simplifier, c'est l'écoute du corps, cherchez pas à faire compliqué, est-ce que cette relation fait que je me sens plutôt détendue, est-ce que globalement, je dis pas qu'il y a des tensions, donc est-ce que je me sens plutôt bien avec cette personne et que globalement je suis plutôt détendue, ou est-ce que je suis constamment stressée, etc. Là ça donne des indications, donc qu'est-ce que je me raconte comme histoire, comme construction mentale, etc. Mais c'est important d'écouter les indications corporelles, physiques. Si je somatise parce que je suis en relation, mais que je veux pas lâcher, parce que je me représente que le couple, faut pas le lâcher, tout ça, à un moment donné, ça va bugger, quoi. Donc, il faut vraiment aussi tenir compte de ses sensations, de son corps, quoi. Qu'est-ce que mon corps dit, il y en a qui se prennent la tête dans la relation à tel point qu'ils passent des nuits à parler, des jours, des nuits à parler sur la relation, ils vivent plus rien. Ils sont contents comme ça. Moi, c'est intense, il se passe des trucs. Mais ils se prennent le chou. Alors, ils ont le boulot, ils ont les enfants, ils ont la nuit, ils parlent sur la relation. Alors, bon, d'accord. Et puis voilà. Puis après, ils finissent par rompre parce que voilà. Et tout ça, pourquoi ? Alors, tout ça pour. C'était sympa comme expérience. C'est un exemple parce que je l'ai vécu. Mais à un moment donné, faut vraiment revenir. Et qu'est-ce que je sens ? Est-ce que vraiment il y a quelque chose qui me fait plus de bien que de mal, quoi ? Et pourquoi je me fais souffrir tellement dans la relation ? Qu'est-ce que je me raconte ? Qu'est-ce que j'ai construit comme histoire sur moi, sur les autres ? Qu'est-ce que je répare ? Qu'est-ce que je crois réparer ? Qui finalement, si dans le signal de votre corps, vous êtes super tendu, super stressé, vous fermez plus l'œil de la nuit, posez-vous quand même des questions entre ce que vous vous racontez comme histoire et ce qui est effectif. Donc il y a un décalage. Donc à un moment donné, c'est bien de s'arrêter, de faire une pause arrêt sur image, d'observer un peu plus clairement ce qui se joue. Sinon, vous allez vous faire mal dans les relations. Bon, merde. Ouais, vas-y. Ça, c'est fait circuler. Non, parce que ça n'enregistre pas. Vas-y. Parmi les inconstants, est-ce que vous faites le distinguo entre le profil Don Juan et le profil Casanova ? Sachant que... Ah non, tu le fais, toi ? Vas-y, dis-moi. De mes représentations, je ne sais pas ce qu'elles valent, il me semble que le Don Juan est plus sur une dynamique tourmentée. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est la conquête pour la conquête et peut-être pas tant le plaisir. Et Casanova serait plutôt sur une dynamique hédoniste, la recherche du plaisir pour le plaisir, sans forcément l'idée un peu perverse de faire du mal, comme pourrait le faire parfois Don Juan. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous faites ce distinguo ou pas ? Non, mais c'est intéressant, ça me plaît beaucoup de voir si vous avez un côté, regardez chez vous, puisque ça parle de nous, de nos facettes, si vous avez un côté Don Juan, femme ou homme, est-ce que ça part d'un besoin de séduire, de conquête donc, et ça vous excite et vous sentez bien quand vous partez à la conquête, ça peut être homme ou femme, d'un coup vous mettez votre casquette, voilà, et ça vous fait le plus grand bien, pourquoi ? Parce que ça vous narcissise. Vous êtes flatté, je l'ai eu, trop bien, tout ça, nanana. Alors c'est le pouvoir de séduction. Vous n'avez pas forcément besoin de passer à l'acte aussi, mais en tout cas il y a quelque chose de je pars à la conquête, d'un coup je me sens vivant, je suis un guerrier, de l'amour, bon bref. Super. Et attention aux conséquences que ça peut occasionner quand même. Et puis le côté purement hédoniste qui est j'ai le plaisir à me faire plaisir, donc à prendre des objets d'amour que je conquiers. Donc je joue avec mon plaisir avec ça. C'est pas forcément d'ailleurs pervers, mais ça part d'un autre endroit effectivement. Le pervers, c'est plutôt le Don Juan pour moi. Ouais, qui s'en fout de ses proies. C'est-à-dire qu'il les lâche, elles se démerdent. Voilà. C'est ça, une fois que je les ai conquises, si elles sont blessées, c'est leur problème. Elles ont qu'à faire comme lui, quoi. Ouais. Alors que le plaisir, oui, quel plaisir, il y a la notion du plaisir et du pouvoir de séduction, c'est vraiment deux choses différentes, ou d'être gratifié par je l'ai eu, ça y est, je suis quelqu'un de bien, ça y est, je suis fière de moi, j'ai réussi à séduire. Ok, ouais, c'est des choses. C'est vrai que j'avais mis ça dans le côté inconstance, le goût du plaisir, de ne pas se priver, d'être libre. Pour moi, ça va plutôt avec le côté inconstant. Le constant, il peut avoir du plaisir à être constant. Donc, à se régaler d'être fidèle à sa règle. Je suis celui qui ne trahit pas le contrat.
Donc je suis fière de moi, youpi. Donc je suis content, j'ai du plaisir. Enfin bon, c'est du plaisir, c'est celui qui aime par devoir. Donc c'est un peu compliqué parce que aimer par devoir, ça tient un moment, mais à un moment donné, ça s'essouffle. Donc c'est bien aussi d'aimer par plaisir, par élan, pas juste par devoir et obligation. Hein, mais il peut y avoir de ça aussi chez Constant. Je suis content d'aimer par devoir. Je suis fière de moi. Ouais, autre question ? Vas-y. Merci, bonsoir. Alors, je me définirais plutôt comme étant un constant. Donc, je suis plutôt constant. Vous avez dit tout à l'heure que le constant, le fait de se mettre des règles, a parfois des... Comment dirais-je, a peur d'aller vers l'aventure, donc si bien qu'il en devient malheureux. Moi, je suis plutôt constant et je ne me suis jamais senti malheureux. Parce que quelque part, comment dirais-je, jusqu'à un certain âge, je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse passer 1 an, 2 ans, 3 ans avec une personne, avec la même personne. Ah. Pour moi, c'était pratiquement impossible. D'accord. Jusqu'à ce que... je trouve enfin mon âme sœur. Pas que, jusqu'à ce qu'une personne qui m'est très chère et très proche soit victime d'adultère. Et à ce moment-là, j'ai vu les dégâts que pouvait causer l'adultère envers la personne qui m'était très proche. Alors je me suis juré que dans ma vie... Ah, je ferai pas ça, je serai pas un méchant. Je n'irai pas le faire. faire. Briser le cœur des femmes. C'est ça. Donc je suis parti plutôt dans une vie de constance. Malheureusement... ça avait l'air sympathique. Non mais c'est vrai, malheureusement, j'ai tendance à rencontrer des personnes pour lesquelles je savais que je me montre constant, mais qui n'ont pas confiance. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'à un moment donné, la peur pousse l'autre à dire moi j'arrête le contrat parce que mieux vaut que je parte parce qu'avant que l'autre ne me quitte. Je sais qu'un jour il va me quitter et pour que je n'en souffre pas, je le quitte. C'est phobique de l'engagement, ça. C'est phobique de l'engagement, c'est ça. Donc à un moment donné, quand vous reprenez ce schéma, vous vous dites à un moment donné, est-ce que c'est pas bien, c'est pas merveilleux de vivre dans l'inconstance? Parce qu'à un moment donné, vous avez des amis qui ont 10, 15 ans, 16 ans, voire 18 ans de mariage, mais qui sont inconstants. Donc, à un moment donné, c'est-à-dire qu'ils sont inconstants, c'est-à-dire qu'ils sont frivoles. Ils vont. Ah oui, ils se trompent en sous-marin. Ils ont des histoires. Ils vont à gauche et à droite. Mais ils sont encore ensemble. Mais ils sont encore ensemble. Mais c'est des personnes qui, quand elles arrivent devant leur épouse ou leur mari, mais c'est vraiment l'amour fou. C'est-à-dire que je t'aime, ma chérie, jamais je te tromperai, jamais je n'irai voir ailleurs. Mais en fait, ils vont toujours voir ailleurs. Oui, d'accord, oui, à un moment c'est donné, classique, ça. vous vous dites, mais le couple dure, ça fait 18 ans. Est-ce que parfois c'est pas mieux d'être dans l'inconstance pour pouvoir faire durer son couple? Peut-être. Moi, j'ai choisi pas ce modèle de tromperie en sous-marin. J'ai choisi le même modèle, mais c'est assumé, c'est-à-dire que c'est en vérité. Ça veut dire que l'autre le sait. L'autre le sait, il fait pareil. Enfin, on a des possibilités d'aller voir ailleurs, mais on se le dit, on le sait. Est-ce que c'est pas la meilleure? Est-ce que c'est pas la meilleure version au XXIe siècle? Moi, ça me convient, mais j'en sais rien parce que c'est compliqué. Non, ne crois pas ça. J'ai dit attention, 22. C'est pas le modèle à mettre entre toutes les mains, parce que faut une sacrée maturité pour gérer la possessivité, la jalousie, pas que savoir communiquer. Non, mais ceux qui sont dans ce modèle, ils le savent, c'est super, mais avec des bémols. Non, c'est pas le tip top là, c'est la panacée. Par contre, c'est vrai qu'on se choisit, on se rechoisit. Ça veut dire que même s'il y a d'autres partenaires possibles, si on reste ensemble, c'est que ça sécurise effectivement parce qu'on a vraiment décidé de rester ensemble. Pas parce qu'il y en a, tu vois, on pourrait s'en aller. Hein. Est-ce que quelque part, moi personnellement, j'ai été élevé avec des valeurs, je dirais, religieuses. Alors ça va rentrer en ligne de compte. Personne, mais c'est cette personne que tu as choisie. Donc même si tu es malheureux avec la personne, moi j'ai eu des personnes avec lesquelles je suis resté plus longtemps, pendant des années, même si je voyais bien que je n'arrivais pas à sécuriser la personne malgré tout ce que je pouvais apporter comme garantie. Et il m'est arrivé des moments où je me dis, je vais partir. Au moins ça sera fait, je pars. Mais après je me dis, si tu pars, tu rends le contrat. C'est toi qui rends le contrat. C'est ce que je disais dans le constat. Donc à un moment donné, tu restes. Ouais. Tu acceptes tout. Et à quel prix? Tu sois quitté. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est cher payé. Quand tu es quitté, tu t'es dit, Dieu merci, enfin je vais respirer. Oui, ça c'est un bon témoignage, merci du témoignage. Je relatais ça tout à l'heure. Je disais justement combien j'ai une image de moi, du mec constant, stable, qui est en loyal, mais c'est cher payé des fois. Jusqu'où je vais pour me faire souffrir là-dedans? Et est-ce que je mérite ça?
Et en même temps, c'est pas attractif. Le mec qui est trop loyal, n'oublie pas, c'est pas attractif. Parce qu'il est acquis, il est trop là, quoi. Il est capté. Donc, il est tellement stable que tu t'endors sur tes lauriers. Donc, voilà. Bon, on m'a dit d'arrêter parce que c'est l'heure. Donc merci à vous. Donc si vous voulez, vous pouvez laisser votre nom, votre mail sur ma mailing list. Sinon, vous avez vu sur mon site. À mon nom, Véronique Cohn, il y a des événements, des ateliers que j'organise sans arrêt. J'en remets, des conférences, des ateliers. Le prochain, c'est sur le polyamour. Après, c'est développer l'amour de soi. J'ai les crises et les tensions et les ruptures dans le couple en décembre. Donc voilà. Donc si vous voulez être au courant de mes actualités, vous allez sur mon site, où vous rajoutez à ma mailing list, j'envoie une newsletter, je raconte mes confessions intimes, voilà. Vous saurez tout. Je vous l'ai donné, là j'ai pas le temps parce qu'il faut que je m'en aille, il y a une conférence derrière, mais l'exercice c'était d'examiner votre côté cigale et fourmi et de développer celui qui est le moins présent. Voilà. Merci à vous.